Oui, elle l'était. Si vous posez la question à tous ceux qui regardent la région, tous ceux qui regardent l'évolution d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de la mouvance djihadiste dans cette région, ils vous disaient qu'effectivement, depuis le début, Al-Qaïda cherche à élargir son périmètre d'action, fédérer les volontés djihadistes, régionaliser le conflit. On va regarder justement l'évolution du périmètre d'Al-Qaïda à travers une carte. Au tout début, dans les années 90, le prédécesseur, l'ancêtre d'Al-Qaïda, qui était le GSPC, qui était né de la guerre civile algérienne, avait déjà la volonté de sortir en dehors de ses frontières. Il visait la Mauritanie. Il visait aussi la France. C'est très important parce que c'est le fil conducteur de l'action de cette mouvance djihadiste qui est devenue en 2007 Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le nom à lui seul indique la volonté de régionaliser le conflit. Et à chaque fois, ce qu'Al-Qaïda a su très bien faire, c'est exploiter les vulnérabilités des contextes locaux, des pays dans lesquels elle s'implantait, pour justement gagner du terrain. Ça a été le cas de la manière la plus éclatante au Nord Mali, où les groupes djihadistes se sont enquistés jusqu'à réussir à prendre pratiquement la moitié du pays. Certes, ces groupes ont été chassés par l'opération française en 2013, mais en fait, ils ont ensuite élargi leur périmètre encore un petit peu plus. Et ce périmètre, qui comptait déjà une demi-douzaine de pays, est descendu vers le sud. AQMI a eu d'autant plus de facilité à descendre vers le sud et gagner des partisans au sein de populations qui n'étaient pas les siennes au départ, qui sont les populations maghrébines arabes. AQMI a donc eu d'autant plus de facilité à gagner des partisans dans les populations d'Afrique subsaharienne qu'elle avait tissé des réseaux pendant cette année qu'elle a passée au nord Mali, à occuper la ville de Gao, occuper les villes de Kidal, etc. À ce moment-là, des liens se sont tissés avec les populations d'Afrique subsaharienne qui lui permettent aujourd'hui d'avoir des combattants locaux, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas surestimer la force de frappe, de mobilisation, je dirais plutôt, d'AQMI. Il s'agit de 2, 3 personnes à chaque fois, mais ça suffit pour mener les attaques qu'on a vues, comme celle d'hier à Grand-Bassam. L'autre question, c'est... on a vu donc Ouagadougou, les terroristes, les djihadistes sont descendus plus au sud, la Côte d'Ivoire. Quelles peuvent être les prochaines cibles ? Eh bien, tout comme les pays de la région qui n'avaient pas encore été touchés, tels le Burkina Faso, tels la Côte d'Ivoire, étaient des cibles prévisibles, il suffit de regarder la carte pour s'apercevoir qu'il y a bien d'autres pays qui pourraient encore être ciblés. On peut penser au Sénégal qui est en première ligne. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de combattants du Sénégal avaient déjà rejoint les rangs d'AQMI, avaient déjà été rejoints les rangs du djihad. Donc il y a un certain nombre de pays qui peuvent être touchés, d'autant plus facilement que l'opération antiterroriste française Barkhane n'a pas vraiment vocation à mener des opérations de police. Or, ce sont bien des opérations de police qu'il faudrait pour empêcher les attaques qu'on a vues hier à Grand-Bassam, avant-hier dans un hôtel du centre-ville de Ouagadougou, encore avant à Bamako. Ce ne sont pas des opérations où Barkhane a vocation à intervenir. Barkhane est plutôt situé dans cette bande sahélo-sahélienne pour casser les lignes d'approvisionnement des djihadistes, pour casser les réseaux djihadistes. Et donc là, il va falloir que les forces de sécurité de tous ces pays identifient une à une toutes ces cibles qui sont des soft targets dans le jargon sécuritaire anglo-saxon et qui sont si faciles à attaquer. Et c'est ce qu'on a vu, ces attaques qui se multiplient ces derniers mois.